lunettes, toi, ma cocotte. Lui, André Desmarais, qui est marié avec France Chrétien-Desmarais, la fille de Jean Chrétien. Alors voilà. Alors, la solution passe inévitablement par l'efficacité des politiques monétaires, fiscales et économiques déployées par les gouvernements partout dans le monde. C'est bon de les avoir. Ces gens-là ne veulent pas prendre le pouvoir politique, ils veulent juste le parasiter. Et la cuvée est bonne. Là, ça, c'est le 10 février. Puis le même jour, vous avez sa femme, pas sa femme, mais sa belle-sœur, Madame Hélène Desmarais. Ben elle, regardez, Hélène Desmarais, à tabac, la Hélène! À tabac, mais elle a la priorité à la création d'entreprises. Alors, en période de crise économique, l'innovation est le facteur clé de la croissance à long terme. Hélène Desmarais, épouse de Paul Desmarais Jr., qui est donc la belle-sœur d'André Desmarais. Et cette femme-là est sur le conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal, les Illuminés économiques de Montréal. Et on parle de les Illuminés économiques de Montréal. Eh bien, dans le même jour, la cuvée est bonne. On avait qui? Marcel Boyer dans le journal Le Devoir. Ben, bravo! Hélène Desmarais écrit dans la presse, c'est sûr, la belle presse de Power Corporation. Et étrange conception de la liberté. Voyez-vous ma citation en début d'émission? La liberté. Quand je disais la liberté? Et voici le titre de cet article de Marcel Boyer. Et il dit que moi, j'ai été forcé d'adhérer librement au syndicat de l'Université de Montréal. Il est pas fait de l'Université de Montréal, mais surtout, c'est pas écrit. C'est pas écrit nulle part. Le bonhomme est un des grosses têtes pensantes de l'Institut économique de Montréal, les Illuminés économiques de Montréal. Alors, étrange conception de la liberté. Je pense qu'ils ont honte de le dire. C'est pour ça qu'il l'écrit pas, qui est membre de l'Institut économique de Montréal, sur le conseil d'administration. Et on retrouve là-dessus, naturellement, Hélène Desmarais. C'est-tu bon? Et on a tout simplement ici le journal Les Affaires. Et voilà, c'est lancé. On s'y attendait. Le monsieur Jean-Paul Gagné, son éditorial, en page 8, le moment est venu de scinder la caisse. Et voilà. On a des hommes à Desmarais qui ont volontairement magouillé les épargnes des Québécois, tous les Québécoises. Eh bien, là, vois-tu, c'est lancé. Il faut scinder la caisse. Ben, ça, c'est un discours que les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants de Bay Street, à Toronto, ça, c'est le tirelire, le gros coffre-fort de l'establishment WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, nous serinent depuis la fondation de la Caisse en 1962. Alors, la Caisse a été fondée, merci à Jacques Parizeau, l'économiste, et notre ami Jacques Parizeau a une idée de génie. Il s'est dit, si on veut avoir un poids dans le Canada, ça nous prend une grosse entité économique, ça nous prend une caisse. Et notre bas de laine, c'est 155 milliards de dollars. Là, il a fondu, il en a perdu près de 40 milliards de dollars à cause des placements judicieux de M. Henri-Paul Rousseau dans les papiers commerciaux. Mais, chers auditeurs, chers auditrices, je vais vous revenir. Je bosse énormément sur cette arnaque de la Caisse de dépôt et placement. Je n'ai pas fini mes petites investigations là-dessus, et je vais vous revenir. Magou, il y a eu, et Henri-Paul Rousseau, c'était l'homme-lige de Paul Desmarais, et c'était le loup dans la bergerie. Alors, il a fait le travail de sape que son maître lui voulait. Il fallait affaiblir, justement, cette caisse-là, et comment miner, justement, une résistance dans un pays qui s'appelle séparatiste. Eh bien, il s'agissait de l'écraser financièrement, et de la miner. Là, maintenant, voilà, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec la caisse? Il faut la scinder. L'establishment de Bay Street à Toronto arrête pas de dire ça depuis les années 70, 80, 90. La caisse est trop grosse. Il faut scinder ça en 2-3 entités. Eh ben oui. Donc, diviser pour régner. Ah, pas vrai, c'est vieux comme le monde, comme l'aurait dit Niccolo Machiavelli, celui qui est l'auteur du Prince. Mais juste en avant de lui, on avait Étienne de la Boétie. Qu'est-ce qu'il disait, Étienne de la Boétie, dans son fameux livre, Discours de la servitude volontaire? Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Quand t'es à genoux, personne ne peut te plier ses pieds. Non. Il y a quelqu'un là debout. Quand on est à genoux, personne ne peut te plier ses pieds. Alors, restons à genoux. Peuple à genoux, personne, salopera tes souliers. Voyez, c'est ça, exactement. Reste à genoux et personne va te piler sur les pieds. T'as raison, il faut y aller comme ça. Bravo. Et voilà. Donc, chers auditeurs, on va aller, pas de suite, on va continuer. On est rendu envoyer les gars, chers auditeurs. Il faut que je termine mon petit laïus sur les fonds vautours et les services secrets, les responsables de la crise et la débandade boursière qu'on a eu à l'automne passé. Et lors de la dernière émission, eh bien, j'étais rendu à le groupe Carlyle, et je vais terminer ça drette là aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut passer à un autre appel. Et oui, je sais, il y a des gens qui m'ont dit, Benoît, t'as pas parlé de pétrole, là? Les prix du pétrole sont élevés à Montréal. Oui. J'ai justement appelé Christian Dubreuil de Essence Québec pour qu'il vienne ici, mais il y a pas
il a pas encore manifesté quel jour il veut venir, alors j'aimerais en parler parce que oui, on se fait arnaquer tout bord de côté et on va même se faire arnaquer parce que voyez-vous, la grosse arnaque des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires dans laquelle la Caisse dépôt s'est vautrée. Ça fait en sorte que la Régie des rentes, la Société d'assurance automobile du Québec, ils vont devoir augmenter leurs tarifs, leurs cotisations. On va cotiser davantage. Fait qu'on va tout écouter. Et comme on a un couillard, justement, comme premier ministre, ben lui a dit qu'il était pas pour infliger quoi que ce soit concernant les entités gouvernementales que sont la Société d'assurance automobile du Québec, la Régie des rentes, etc., le régime de pension des employés, tous ces gens-là, voyez-vous, ils ont besoin d'un minimum de rentrée de fonds. Et s'il y a un manque à gagner, ils vont aller chercher dans les poches de qui, vous pensez? Ils vont aller chercher dans les poches d'Oliver Vinette, mon metteur en ondes, parce que lui, là, pour le moment, il dort au gaz. Mais non, c'est mon pote. OK, on poursuit. Frank Carlucci, qui est un des directeurs du groupe Carlyle, et c'est un fonds d'investissement vautour qui a été créé en 1987. Il va devenir, d'ailleurs, M. Frank Carlucci, il va devenir l'imminence grise du groupe Carlyle. On dit que Carlyle va devenir la CIA du monde des affaires. Et son mantra est une oreille à Washington, l'autre au Pentagone. En réalité, le groupe Carlyle, c'est carrément le banquier de la CIA des services secrets. Bon, on poursuit. La plupart, d'ailleurs, des câbles sous-marins qu'on a installés depuis les années 90, notamment asiatiques, appartiennent au groupe Carlyle. Faut le faire. Ils sont à l'écoute. Le groupe Carlyle contrôle une bonne partie des backbones mondiaux. Capitalise les routeurs. Ah oui, c'est ça, les backbones mondiaux, c'est quoi la définition, pardon? C'est ça qui capitalise les routeurs, l'Internet tactique et militaire, les radiofréquences, etc. Un backbone, c'est une dorsale Internet ou réseau informatique qui fait partie des réseaux de longue distance du plus haut débit d'Internet. La dorsale originale, backbone en anglais, s'appelait ARPANET et fut développée par le Defense Advanced Research Project Agency, le DARPA, le fameux DARPA, et ça, c'est une entité du Pentagone, les services militaires américains. ARPANET, c'est d'ailleurs le précurseur du système Internet qu'on connaît. Et ARPANET, ça existe depuis les années 1967. Là. La première expérience, on l'a faite entre universités qui étaient en cheville avec les services secrets militaires américains au Pentagone. On a fait ça en 67, mais la première démonstration officielle, ça s'est fait aux alentours de 71-72. Alors, c'est pas d'hier, ça, là. Avec Frank Carlucci à bord, le groupe Carlyle va partir à la chasse aux personnalités politiques et financières. On va recruter Bush père, James Baker, son avocat. On va recruter Bush fils, et qui va d'ailleurs faire du service avec une filiale de Carlyle qui s'appelle Caterer. On va recruter le prince Al-Walid de Arabie Saoudite. On va recruter Alice Albright, qui est la fille de Madame Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État de M. Bill Clinton. M. Alan Andreas, de Archer de Daniel Midland, dont sur le conseil d'administration on retrouve qui? Ben, on retrouve Brian Mulroney, l'avocat qui est partout. On va recruter également Arthur Levitt, et Arthur Levitt, c'est un ancien grand boss, le patron de la Security Exchange Commission. Il était à la Security Exchange Commission pendant 34 ans. Le groupe Carlyle a besoin de savoir ce qui se passe comme enquête sur eux autres. Un peu comme la mafia, qui infiltre la police, veut savoir qu'est-ce que la police trame contre eux autres, tu vois-tu? Après ça, ils vont recruter l'ancien premier ministre britannique John Major. Ils vont recruter également Karl Otto Pohl, le directeur de la Bundesbank, c'est la banque centrale allemande. Monsieur Anand Paniyarachun, qui est un ex-premier ministre de la Thaïlande. Ils vont recruter également Fidel Ramos, qui est un ex-président des Philippines. Ils vont recruter le spéculateur George Soros d'Europe de l'Est. Monsieur George Soros qui avait fait un coup de génie en 1992. Il avait fait un après-midi de travail, 1,4 milliard en spéculant sur la livre sterling en la jouant à la baisse. Faut le faire. Ils vont recruter également Shafiq Ben Laden, qui est le frère de l'autre, qui est devenu célèbre depuis l'attentat des tours terroristes. Oui, il était membre du conseil d'administration du groupe Carlyle. Ils vont recruter Colin Powell. D'ailleurs, Colin Powell, c'est le dauphin. C'est le protégé de M. Frank Carlucci. Ils vont recruter également Olivier Sarkozy. Il est le demi-frère de l'actuel président français, M. Nicolas Sarkozy. Ils vont recruter Caspar Weinberger sur leur conseil d'administration, qui est un ancien secrétaire à la défense de M. George Bush père. Ils vont recruter Étienne Davignon, qui est l'actuel président du groupe et le réseau d'affaires mondial de Bilderberg. Ils vont recruter M. David Moffett, qui faisait partie justement du conseil d'administration de Freddie Mac, grosse faillite frauduleuse en 2008. Ils vont recruter Brian Mulroney,
qui a besoin de se faire présenter Brian Mulroney. Ils vont recruter Paul Desmarais de Power Corporation, Laurent Baudouin de Bombardier et l'avocat Alan Gottlieb. C'est un avocat manitobain, mais qui est aussi l'homme clé, l'homme lige de Maurice Strong, un manitobain de l'Ouest canadien qui, lui, était à la tête de Canada Pipeline avant même qu'arrive Paul Desmarais et notre ami Paul Martin. Alors, notre ami Maurice Strong était aussi dans le cabinet Trudeau dès 1968. Il était ambassadeur aux États-Unis. Gottlieb était dans le cabinet Trudeau dès 68. Il était ambassadeur aux États-Unis de 81 à 89. Il est membre de la commission trilatérale, membre du groupe Bilderberg et également membre de la Donner Canadian Foundation. Ça, c'est une fondation charitable qui est très proche de la droite religieuse. Ils vont également recruter l'avocat du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna, membre du groupe Bilderberg lui-même et membre du conseil d'administration de Noranda, de Shoppers Drug Mart.